Un live chargé aujourd'hui, puisqu'on va aborder énormément de choses, parce qu'il y a eu beaucoup de questions. Donc je vous remercie de toutes ces questions. Je ne pourrai pas répondre bien évidemment à tout le monde à la fois. Je répondrai donc progressivement au fil des lives qu'on essaye de garder un mercredi sur deux. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à interagir et me dire si le mercredi convient à tout le monde. Le mercredi est un bon moment pour faire les lives, puisqu'en général on a les formations le vendredi, samedi, dimanche, donc le jeudi soir est assez chargé. Donc mercredi, c'est ce qu'on va essayer de prendre comme habitude, un mercredi sur deux, pour vous retrouver et explorer ensemble le mentalisme originel. Alors aujourd'hui, ce que l'on va regarder précisément, c'est ce bouquin-là. Voilà. La semaine dernière, on a exploré celui-là, suite à la demande de plein de monde, qui est si vous deveniez mentaliste, paru aux éditions Hachette il y a quelques mois. Et celui-là est presque aussi récent, puisqu'il date de novembre 2018. Et j'allais dire qu'en écriture, celui-là est plus récent que celui-là, puisque celui-là est une nouvelle édition, une republication d'un bouquin de 2014, qui a été énormément retravaillé, qu'on soit bien d'accord. Mais celui-là, il a été pondu complètement, intégralement durant l'été 2018 et il est paru en novembre 2019. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce bouquin-là, celui-là, Révéler le mentaliste qui est en vous, aux éditions Le Duc, pourrait être considéré en quelque sorte comme le volume 2 de celui qu'on a étudié la semaine dernière. En quelque sorte, si celui-là a des bases, celui-là va un petit peu plus loin et vous allez voir qu'en termes de contenu, il est beaucoup plus fourni en pur mentalisme. Un petit peu si on reprenait la chronologie, on pourrait dire que celui-là devenait la meilleure version de vous-même, qui a été publié en 2012 puis en 2015. D'ailleurs, petite note au passage pour ceux qui l'achètent d'occasion, ce que je vous encourage à faire. Exigez d'avoir la version 2015. Il y a énormément de choses qui ont été rajoutées dans la version 2015. Vous le trouverez à la fin, ici. C'est là où vous verrez l'année de la version, l'année de l'impression. Voilà. Donc, on pourrait dire que celui-là, c'est le socle de base du mentalisme. Alimentation, gestion des émotions, gestion du sommeil, etc., etc., etc. Que celui-ci va beaucoup travailler sur le cognitif et le sensoriel, c'est ce que nous avons vu la semaine en 15, ainsi que l'extrasensoriel. Et celui-là, par contre, va aller beaucoup plus loin. Mais celui-là, c'est le volume 2, quelque part. C'est la suite. Et vous allez voir en quoi c'est la suite de celui-là. D'abord, c'est la suite pour des raisons extrêmement techniques. C'est que quand on m'a demandé d'écrire ce bouquin, je n'avais pas envie d'écrire le même. Je n'allais pas écrire deux fois les mêmes choses sur deux éditeurs différents. Donc j'ai dû choisir de faire un livre plus élevé. On pourrait dire que celui-là correspond pour les formations à un niveau entre praticien et maître praticien, c'est-à-dire entre 2 et 3, puisqu'on va explorer des exercices comme les projections à distance, par exemple, ou le travail sur les corps subtils que l'on fait en fin de niveau 2 et début de niveau 3 en formation. Donc, ce livre-là est extrêmement complet, extrêmement riche, et on va ensemble voir le contenu avec précision. Je vous donnerai quelques petits exercices. En gros, je vais répondre à vos questions. Alors, un point intéressant dans celui-là, il est, ça ne va pas se voir comme ça, mais il est plein de croquis. Alors, ça va être difficile de vous les trouver, mais il est plein de dessins et il est plein de croquis avec des feuilles à copier, à photocopier, que vous soyez professionnel ou que vous soyez consultant professionnel ou que vous vouliez l'utiliser pour vous, vous aurez plein de choses à découper, à photocopier, plein de tests dans celui-là. Donc, celui-là a un contenu extrêmement structuré. C'est pour ça que je ferai appel à mes petites notes. Il y en a même beaucoup. Il y a beaucoup de notes sur celui-là parce que il y a beaucoup de choses à explorer là-dessus. Alors, je vais essayer de tenir l'horaire et de finir à 22h, 22h10, puisque j'ai commencé avec un petit décalage suite à nos habituels déboires techniques. Mais peut-être que je déborderai un peu. Je vais essayer de ne pas déborder, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je m'y mets tout de suite, allez-vous me dire exactement. Donc, ce livre, Révéler le mentaliste qui est en vous, va contenir certaines choses qui n'ont jamais été publiées.
Et pas simplement des choses que je n'ai jamais publiées, mais des choses qui n'ont jamais été publiées, ou du moins qui ont été publiées dans les années 1700. Vous verrez ce que c'est. Ça, c'est assez exclusif. Et beaucoup d'exercices que vous trouverez là sont exclusifs à ce livre. Je ne les ai d'ailleurs jamais publiés avant, comme les protocoles θ et les protocoles de perception à distance qui, jusqu'à présent, étaient réservés à mes élèves en formation de niveau 3, donc maître praticien, et de niveau 4, donc expert. Voilà. Que dire de ce livre? Ce livre va se scinder en deux majeures parties. Une partie qui va être une partie, je dirais, un peu technique, puisque c'est une partie dans laquelle on va explorer du contenu, des principes, le travail sur votre cerveau, etc., etc., etc. Et de l'autre côté, on va d'ailleurs le voir en détail dans quelques minutes, on vient de me faire une petite note, un petit message, je pense que c'est ça. D'accord. Donc, dans un deuxième temps, on va, dans ce livre-là, étudier en partie 2 tout ce qui touche aux techniques. Et donc, une partie extrêmement pratique, avec 6 gros exercices pratiques. Voilà. Donc, reprenons le contenu de la partie, j'aime pas le terme théorique, mais la partie... non pratique, on va dire. On va explorer d'abord un point très très important qui va être le gros corpus complet des Principia Mentalis. Alors, on va revenir tout à l'heure à ce que sont les Principia Mentalis, mais les Principia Mentalis n'ont pas été publiés, je dirais, dans des ouvrages. Les dernières traces que j'ai pu trouver en publication sont dans des écrits aux alentours de 1680, 1690, et encore, 1670, 1680. C'est là-dedans les dernières fois où j'ai entendu, j'ai vu des traces se référant aux Principia Mentalis, même s'ils ne sont pas stipulés là. On va voir ce que sont les Principia Mentalis dans quelques minutes. Donc, on pourrait dire que on va commencer cet ouvrage par un voyage en 4 étapes. Si vous voulez faire une recette de cuisine, il va vous falloir d'abord des ustensiles et des ingrédients, première chose. Deuxième chose, il va vous falloir la recette. Troisième chose, il va vous falloir la capacité, la connaissance de comment utiliser les ustensiles, quelle partie de l'aliment consommer, etc., etc. En quelque sorte, la connaissance du matériel. Donc on est à matériel, on est à, je dirais, recette, processus, connaissance du matériel, savoir utiliser les poêles, les couteaux, quelle partie du légume, comment on pèle, et ensuite une cuisine propre. En gros, il faut 4 éléments. Et c'est pour ça que dans ce voyage intérieur, on va travailler sur ces 4 choses, qui vont être le cerveau lui-même, son mode d'emploi, sa maîtrise, parce que c'est bien beau d'avoir un mode d'emploi, mais si on ne sait pas lire, le mode d'emploi, eh ben, ça ne sert à rien. Et simultanément le contexte, pour exprimer toutes vos capacités. Donc on reprend votre cerveau, votre corps, vos corps subtils, votre système énergétique, ça c'est le point 1, la matière. Deuxièmement, le mode d'emploi, la connaissance du processus. Troisième chose, la maîtrise du processus, en gros l'expérience. Et quatrième chose, le contexte qui va vous permettre de faire vos expériences. On va revenir énormément dans ce livre puisque l'ensemble des notions vont être divisées justement en qu'est-ce qui sert à quoi. Voilà, ça va être un petit peu une partie des trames, une partie de la trame, je dirais. Le deuxième étape dans le bouquin va être le travail des Principia Mentalis. Alors, que sont les Principia Mentalis? Les Principia Mentalis, il y en a 13, sont 13 règles de base du mentalisme. Alors, si vous avez tout à l'heure tendu l'oreille, je vous ai dit, ces Principia Mentalis, les dernières références qu'on trouve dans la littérature écrite à ces Principia, qui sont bien plus anciens que ça, datent de 1680. Or, les fidèles spectateurs ou lecteurs
savent que le mentalisme, le mot mentalisme, effectivement, n'a commencé à exister, et le concept même de développement personnel en Occident n'a commencé à exister que vers 1720. Mais rappelez-vous que je vous ai dit que le mentalisme existait avant, sans être nommé mentalisme, sous forme d'un développement personnel ésotérique et caché. Donc, dans l'alchimie, qu'on peut faire remonter vers 1400-1500. Voilà. On va donc dire que les principia mentalistes sont un ensemble de règles qui sont issues de l'alchimie de développement personnel, cette partie de développement interne, et qui ont ensuite été reportées au mentalisme. Il y en a 13, tout simplement parce qu'ils sont 13 importants. Voilà, ça je plaisante. Il y en a 13 parce que le chiffre 13 est le chiffre du changement, le chiffre de la modification, le chiffre, par exemple, dans le tarot, de la carte sans nom, qu'on n'appelle pas la mort, qu'on appelle la carte sans nom parce qu'elle amène le renouveau, le recommencement, la destruction et le recommencement. Ce chiffre 13, c'est assez intéressant aussi, c'est 1 plus 3. 1 devant 3. Et pour les alchimistes, et d'ailleurs pas que pour eux, 1 plus 3, c'est l'individu, le 1, qui s'agenouille devant le principe même de la Trinité, mais ce n'est pas forcément la Trinité catholique, Père, Fils, Saint-Esprit, c'est la Trinité alchimique, sel, mercure, soufre, avec le principe féminin, masculin et d'union. Donc ce chiffre 13 a une importance, et c'est pour ça qu'il y a 13 principia mentalis. Je peux vous en lire un ou deux, j'ai pas du tout préparé les pages. Voilà, par exemple, un des principia mentalis, c'est ce que l'on appelle la réalité, est une reconstitution illusoire propre à chacun. L'univers est mental. C'est l'un des premiers principes, des principia mentalistes. Il y en a un deuxième, c'est à la suite. Je ne les lirai peut-être pas tous, vous les découvrirez parce qu'il faut les travailler, il faut les expliquer. Il y a un long chapitre qui explique tous ces principia et ce qu'ils ont dedans et ce qu'ils veulent vraiment dire. Notre réalité est une création mentale totalement dépendante de l'observateur plus que de l'observé. Et oui, déjà dans les années 1500, ils avaient fait cette constatation que c'est l'observateur qui définit ce qu'il observe et pas l'inverse. Constatation qu'on connaît maintenant en mécanique quantique. L'importance de l'observation qui justement scelle la position de la particule, entre guillemets, lui donne une position finale. Tant qu'elle n'est pas observée, elle est partout à la fois. Elle est dans une multitude de positions possibles. Donc, on est en 1500. Déjà, ce principe en 1500 est compris, connu, et nous on le redécouvre 400 ou 500 ans après, et on dit bravo, c'est génial, ça fait quand même 500 ans, c'est rigolo. Donc, l'univers lui-même n'est qu'une représentation mentale virtuelle, un autre principia mentalis. Un principia mentalis assez intéressant qui est nous générons nous-mêmes la plupart de nos limites. Pourquoi ce principia est intéressant? Parce qu'il montre déjà que bien avant la montée et l'émergence du mouvement de développement personnel dans les années 1710-1720, les mouvements mentalistes, du in mentis, comme on a vu dans les précédentes vidéos, eh bien il y a déjà cette notion de limite que l'on se crée, que nous sommes nous-mêmes capables de créer nos propres chaînes. Alors bien évidemment, ces principia mentalistes étaient en latin, et donc là je vous ai fait une traduction en français. Alors mon latin est approximatif, donc j'ai fait demander une traduction et j'ai choisi les mots qui me semblaient les plus adéquats parce que comme vous le savez en latin on peut retrouver, vu que c'est des racines, des possibilités d'interprétation un petit peu différentes parfois. Un autre, tiens, très intéressant, principia mentalis, notre conscience ne se localise pas uniquement dans la physiologie de notre cerveau. Vous vous rendez compte ? Ça date des années 1500. Mais on ne pouvait pas le dire à l'époque. On était cramés, brûlés, torturés pour faire avouer notre lien avec le diable et ensuite carbonisés une fois avoir été à moitié démembrés et découpés en petits morceaux histoire d'avouer. Donc c'était vraiment
dans le développement personnel hermétisme et ésotérique, ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et enfin, un avant-dernier, tiens, nous existons simultanément dans tout un ensemble de plans dimensionnels dont perçus dans un état de conscience classique. Je reprends, nous existons simultanément dans tout un ensemble de plans dimensionnels non perçus en état de conscience classique. La compréhension qu'il y avait d'autres plans et que la réalité n'en était qu'un. Et le dernier, qui est un des plus mystérieux, je vais vous le donner quand même parce qu'il est très intéressant, il faut le voir écrit, parce que tout est une question de majuscules et de minuscules là. Tout est dans l'être comme être est le tout. Tout est dans l'être comme être est le tout. Celui-là, je vous laisserai le découvrir là avec son explication. Tout ça pour dire que ces principia vont être les piliers sur lesquels va s'appuyer votre développement mentaliste. Extrêmement important, comme je vous dis, ça faisait plusieurs siècles qu'il n'avait pas été publié. Les seules références qu'on peut y trouver vont être effectivement des années 1680, 1670, 80 par là. Et il y a d'autres références aussi qui sont sur Facebook. Déjà l'année dernière, j'ai commencé à en publier quelques-uns en janvier 2018, mais jusqu'à présent, c'était resté complètement mystérieux. Je suis tombé dessus au fil de mes recherches pour essayer de creuser toujours plus loin l'origine du mot mentaliste et l'origine justement de ce mentalisme ésotérique et hermétique. Une différence entre l'ésotérisme et l'hermétisme, c'est qu'en général l'ésotérisme, on voit que c'est ésotérique. C'est-à-dire que c'est des termes, ça fait appel à des notions que l'on n'a pas. Alors que dans l'hermétisme, c'est une couche de plus qui cache. C'est-à-dire ça va utiliser des symboliques, ça va utiliser la langue des oiseaux, ça va utiliser tout un ensemble d'astuces linguistiques qui donneront à la phrase une apparence tout à fait anodine, mais qui pour l'initié auront un sens très précis. Alors que l'ésotérisme, quand on n'est pas initié, on ne comprend pas, mais on voit qu'on ne comprend pas. On comprend qu'on ne comprend pas. Parce que ce n'est pas caché, c'est la connaissance qui manque. Alors qu'en hermétisme, non seulement la connaissance manque pour celui qui n'est pas initié, mais il ne se rend même pas compte que chaque phrase a un double ou un triple sens. Voilà, c'est un petit peu une différence hermétique, cachée, de Hermès Trismégiste, Thoth. Voilà. Donc les principes mentalistes, extrêmement importants. Je passe un petit moment dessus parce que ce sont vraiment les piliers fondateurs. Ok, ensuite... Que vous dire dessus oui, c'est intéressant parce que le nombre 13 des principia mentalistes se réfère au signe de l'astrologie. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit avec sa bouche? Ah, c'est typiquement québécois ça. Eh oui, il y a 13 signes en astrologie. Ah oui, je sais, c'est comme ça. On vous a menti. Eh oui, il y a 13 signes. Il y a un signe supplémentaire qu'on ne trouve pas sur le journal de l'horoscope, qui s'appelle le serpentaire, qui est un signe qui est placé du côté du Scorpion, par là-bas, vers le fond, qui est un signe auquel on fait peu référence, mais il y a bis-bis entre différentes écoles astrologiques, mais de plus en plus on intègre l'existence du 13e signe du zodiaque, le serpentaire. Alors pour des raisons assez multiples, il y a 13 signes. Voilà. Donc comme ça vous aurez appris ça aujourd'hui. D'ailleurs, le signe 13, le chiffre 13, est aussi dans la Kabbale relié au serpent. Qui peut avoir plein de sens. Ça peut être la connaissance interdite, la lumière interdite, ça peut être aussi le renouveau, la destruction plus la renaissance. Alors j'en profite pour regarder, parce qu'apparemment aujourd'hui je reçois des petits messages qui me disent que tout le monde n'arrive pas toujours à voir. Certains voient apparemment le live, certains ne le voient pas. Donc j'espère que vous l'aurez en rediff. Mentalis, les 13 principia, on va voir les 8 clés. Donc rappelez-vous, principia mentalis, les piliers fondateurs de tout le mentalisme. On va voir les 8 clés. Les 8 clés principales du mentalisme, oui, j'avoue, il en existe 2, 3 supplémentaires que je n'ai pas mis là. Pourquoi? Il n'y a pas la place. Je vais vous dire la vérité, mon éditeur trouvait que j'avais déjà écrit un bouquin assez gros, et il m'a dit, ok, il va falloir couper un peu, donc j'ai préféré enlever un ou deux principes qui pourraient être considérés comme moins fondamentaux, mais que je décrirai dans le prochain bouquin de toutes les façons, juste pour bien couvrir les 8 principaux. Vous avez ces 8 clés
fondamentales que je vais vous donner là une par une, qui seront décrites avec beaucoup de précision ici, dans la première partie, et vous avez déjà largement ce qu'il vous faut. Donc, revenons à ces 8 clés. La première des clés, c'est la méditation. Alors, très très important de comprendre les différents types de méditation et de comprendre que la méditation et la relaxation sont deux choses absolument, totalement différentes. Certes, il peut y avoir une petite dépendance, on peut passer de l'une à l'autre, mais ce sont deux choses totalement différentes. Ne serait-ce qu'en fréquence cérébrale, en relaxation, vous allez vous trouver avec un rythme cérébral, c'est-à-dire le nombre de pulsions de vos neurones, c'est en gros les fréquences. Par exemple, entre 4 et 8, vous êtes dans le sommeil. Entre 0 et 4, vous êtes dans le sommeil. Entre 4 et 8, vous êtes dans l'endormissement. Et bien justement, en pré-endormissement, aux alentours de entre 7, 8, 9, vous êtes en méditation. Des fois, on peut mettre à 6,5 pulsations des neurones par seconde. Ça se mesure avec des électroencéphalogrammes. Entre 6,5 et 8,5, 9, vous êtes en relaxation, pardon, excusez-moi. Donc entre 6,5 et 8, 8,5, 9, vous êtes en relaxation. Si vous voulez aller en méditation, vous devez avoir un cerveau beaucoup plus actif, beaucoup plus stimulé. On dira que la relaxation est un état hypostimulé du cerveau, un état sous-stimulé. Alors que la méditation est un état pour le cerveau qui commence à être pas mal stimulé, puisqu'on est aux alentours de 14, 15, 13 et demi. Vous voyez, il y a une grosse différence. Si le sommeil est ici, on va prendre le bouquin pour avoir une échelle, si le sommeil est là, la relaxation va être à peu près ici, et la méditation va être là. C'est-à-dire qu'entre, vous avez tous les états d'éveil relaxé. Donc, sommeil ici, relaxation à peu près là, et méditation, elle va être là. Ah ouais. Vous êtes ici, vous êtes en moyenne à 7,5, 7, 8, 8,5, en gros 7,5. Ici, vous êtes en moyenne à 14. C'est pas du tout pareil. Donc on va travailler sur les différents types de méditation, parce qu'on ne peut pas méditer en croyant faire de la relaxation ou l'inverse. La méditation peut débuter par une petite relaxation, mais après c'est un autre état cérébral. On va travailler beaucoup plus sur les zones préfrontales, par exemple, en l'occurrence. Et la méditation est un état extrêmement particulier de performance optimale. Voilà. Donc, on va explorer ces types de méditation. Méditation en scanning, méditation en immobile, méditation dans l'acte, quelque part, parce que finalement, si vous faites de la musique, vous allez composer, par exemple, vous rentrez au piano, et puis 4 heures après, vous relevez, vous avez l'impression qu'une demi-heure est passée, et vous avez passé 4 heures. Vous êtes en train de peindre, vous créez, vous sculptez, vous bricolez, vous faites des choses qui vous passionnent profondément, vous mettez votre cerveau dans une espèce de ronronnement, où quelque part, toutes les aires cérébrales sont synchronisées, sont synchrones. Un petit peu comme une voiture qui aurait 8 roues avec un moteur à chaque roue, c'est un petit peu ça le cerveau, et bien, chaque roue est synchronisée avec les autres. Cet état particulier, c'est une forme de méditation, on appelle ça la méditation dans l'acte. Il y a aussi la méditation de reliance dont j'ai parlé dans un de mes précédents posts, qu'on enseigne en formation, mais qui est une méditation d'un niveau autre, puisqu'elle a pour but de vous relier au niveau terre, espace, au niveau énergétique. Donc c'est déjà une étape au-dessus. J'y ferai référence un petit peu dans un post de Facebook la semaine dernière. Peut-être que je la décrirai à l'occasion, mais probablement qu'elle fera partie du nouveau livre que je suis censé écrire cet été. Voilà, entre les lives et autre chose. Voilà, et les formations, et les stages, et les séminaires, et un peu la plage, et un peu de la marche. Voilà. Donc, on va explorer les méditations, extrêmement important. La méditation est une dynamique. On ne fait pas de la méditation pour se sentir mieux, on ne fait pas de la méditation pour perdre du poids, on ne fait pas de la méditation pour se vider la tête. On fait de la méditation parce que l'on fait de la méditation. Ce n'est pas pour, c'est parce qu'on sent que ça fait partie de notre dynamique, ça fait partie de notre vie, comme on respire, comme quelque part on pense, on médite. Au départ, c'est important de s'obliger.
parce qu'il y a une dynamique à prendre, et après vous méditerez quand vous avez besoin. Personnellement, il m'arrive de passer 6 mois sans m'asseoir en zazen, et des fois d'en faire 4 dans les 2 semaines, ou des fois d'en faire 3-4 avec les élèves en formation, et après j'en fais pas pendant 3 mois, parce que je ne ressens pas le besoin de méditer de cette manière. Je vais faire un autre type de méditation, dans la composition, dans l'écriture, par exemple. Hein. Voilà, donc la clé numéro 1, c'est la méditation. Ok, clé numéro 2. D'ailleurs, pour la méditation, on ne médite pas avec n'importe quoi. On médite d'ailleurs dans le silence ou en utilisant des textures sonores particulières. Il y en a une seule qu'on utilise nous en formation, qui est celle-là, qui est une texture qui a pour but de générer des états internes dans votre cerveau et vous aider à méditer. Voilà. Donc c'est ou silence ou texture sonore adaptée. Toujours pareil, attention, bien différencier méditation de relaxation. Voilà. Donc la clé numéro 2. La clé numéro 2, elle va porter sur la circulation énergétique. Donc toujours pareil, c'est la deuxième clé qu'on explore ici. La circulation énergétique, que ce soit pour travailler votre auto-guérison, pour travailler des soins, pour travailler sur la matière, pour faire des bulles de protection, pour vous protéger, pour protéger quelqu'un, pour régénérer votre propre énergie. Cette énergie, on l'appellera le chi, le prana, le ki. C'est par exemple ce qu'on travaille en acupuncture, en ayurveda, ils travaillent la même chose. C'est une sorte d'énergie vitale qui circule dans le corps humain. Personnellement, j'aime bien l'associer à la notion d'intention. Voilà. Pour moi, c'est l'intention, quelque part. Donc, c'est un processus énergétique, l'intention. Ce n'est pas simplement une pensée, c'est une mobilisation d'autres processus. Donc, l'intention, ce chi, ce ki, quelque part, eh bien, ça se travaille. Il y a une circulation interne. En l'occurrence, pour un homme, ça va être comme ça. Pour une femme, ça va être comme ça. Hein, là. Donc ça monte devant et ça descend derrière pour une femme. Pour un homme, ça monte dans le dos et ça descend devant. Ça, c'est à l'état normal. Mais dès que l'on se met en état de travail énergétique, on se reconnecte, par exemple, ou on se met à travailler à deux avec son binôme, hein, on se met en circulation de travail, et bien, le sens s'inverse. Pour un homme, ça viendra monter vers l'avant, descendre vers l'arrière. Et pour une femme, monter dans le dos et jusqu'à la tête et descendre. Ce qui explique pourquoi beaucoup de méditantes ont ces fameuses montées de Kundalini, qui sont des choses quasiment orgasmiques, avec une énergie qui s'accumule dans les reins et qui monte le long de la colonne vertébrale en tournant et fait un feu d'artifice dans la tête. C'est beaucoup moins courant chez les hommes. Et donc, pour les femmes, puisque l'énergie, lorsqu'on est connecté ou lorsqu'on est en état de travail énergétique, hein, puisque cette énergie monte dans le dos, eh ben, c'est l'effet. Elle tourne autour de la colonne et ça fait un feu d'artifice dans la tête. Certains hommes peuvent l'avoir aussi, cette montée de Kundalini, mais elle se fait beaucoup plus centrale. Mais c'est moins courant. Voilà. Donc, cette énergie qui est là, c'est l'énergie verticale. Vous avez aussi cette énergie horizontale. On va chercher le mot horizontal. Donc, comment marche d'abord l'énergie verticale? Vous avez 3 zones. La zone de combustion, où vous emmagasinez l'énergétique. Vous avez la zone de transformation au niveau du plexus, ici, là. Donc cet endroit-là, anatomiquement, s'appelle le plexus solaire, mais c'est le chakra cardiaque. Attention à la grosse erreur que beaucoup de gens font. Ils confondent le plexus solaire, qui est au niveau de l'appendice xiphoïde, là au niveau des côtes, et le chakra solaire, qui est 4 doigts au-dessus du nombril. C'est pas du tout pareil. Ici, au niveau de l'articulation des côtes, à la jonction des côtes, on a le chakra cardiaque. Donc le chakra cardiaque, c'est le chakra de l'intention et de la transformation, surtout. C'est la transformation. Et les 3 chakras d'au-dessus, les 3 points d'au-dessus, les 3 zones, vont être les zones de l'intention. Donc en gros, on a intention, transformation, combustion et création de l'énergie pure. Voilà pourquoi, quand on fait des soins, avec les mains, par exemple, on va dévier une partie de notre propre énergie qui circule dans ce sens ou dans celui-là.
On va se sourcer sur les énergies telluriques et les énergies cosmiques, on appelle ça la reliance, et ensuite on va transformer ça au niveau ici, et ça va circuler avec les mains pour faire des soins, de l'auto-guérison sur soi, de la circulation comme ça sur soi, des soins sur quelqu'un, on peut l'utiliser pour du plaisir sexuel, on peut l'utiliser pour du massage, on peut l'utiliser pour du tantrisme, on peut l'utiliser pour faire des charges énergétiques sur des objets, sur des pierres, sur des cartes, sur des photos, on peut l'utiliser pour travailler sur la matière. En gros, ça sert à tout. Une fois que vous avez fait la combustion ici et que la transformation se fait là, elle est dirigée par l'intention, vous en faites ce que vous voulez. Donc, pour simplifier, une zone en bas où on met le charbon, où ça chauffe, hein, c'est chaud, c'est la zone de combustion, une intention qui va dire qu'est-ce qu'on en fait, un centre de transformation qui va permettre de la faire circuler dans ce sens, et c'est parti mon kiki, vous allez utiliser vos mains, alors on peut utiliser le souffle aussi, mais d'abord les mains, pour faire des bulles de protection, enlever des charges ou en mettre, c'est pas bien, on ne met pas des charges sur les gens, pas bien ça. Enlever des charges, on va travailler de 10 000 manières à partir de là. Donc ça c'est l'énergétique interne. C'est la clé numéro 2. Vous apprendrez aussi là à travailler sur les corps subtils et l'aura. Alors oui, je sais, il y en a qui disent oui, les auras, il y en a plusieurs. Non, je suis désolé, il n'y a qu'une seule aura. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps subtil. C'est comme ça. On en voit plusieurs, on a l'illusion qu'il y en a plusieurs, mais l'aura n'est que le rayonnement du corps subtil énergétique. Comme les rayons du soleil ne sont que le rayonnement du corps du soleil. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un corps énergétique qui est un corps dit subtil, parce qu'il n'est pas matière, qui peut être soit plus à l'intérieur du corps, soit plus en expansion. On parlera de charisme, on parlera d'expansion de corps subtil dans ce cas-là. Et ce corps subtil, cette matière subtile, elle va rayonner. Et elle rayonne sous forme d'aura. Une seule. Alors vous allez me dire, pourquoi voit-on plusieurs couches et plusieurs couleurs? Très simplement, parce que notre corps émet des rayonnements photolumineux, des rayonnements bioélectriques, des rayonnements biomagnétiques, etc., à plusieurs hauteurs. Et en quelque sorte, l'aura plus le mélange de plusieurs types de rayonnements va donner une couleur. L'aura plus d'autres rayonnements qui vont aller moins loin donnera une autre couleur. Les rayonnements bioélectriques, ils vont s'arrêter à peu près là. Les rayonnements biophotoniques, ils vont s'arrêter, ils vont loin. Voyez. Donc le mélange ici à cette hauteur, c'est rayonnement biomagnétique, rayonnement bioélectrique de la base, biomagnétique, biophotonique plus aura. À cette hauteur, on n'a plus le biomagnétique, on n'a que le biophotonique, plus l'aura. Donc la couleur perçue change, mais c'est toujours la même couleur, comme le soleil, qui n'est qu'un seul corps, a qu'un type de rayon. Mais on peut le voir s'il passe au travers d'arbres, puis vos lunettes de soleil, puis la verrière, ça peut changer ses couleurs. Tout simplement. C'est un petit peu ça. Voilà. Donc on va travailler sur les auras, on va travailler à comment les revoir. Parce qu'il faut savoir que l'aura n'est pas quelque chose qu'on apprend à voir, mais quelque chose qu'on apprend à revoir. Parce qu'on sait voir l'aura depuis qu'on est tout petit. On sait le faire. On nous a simplement empêché de le faire. Donc en formation, et dans le bouquin, on réapprend à voir cette aura. On réapprend à dire à notre cerveau, ok, je veux voir ces informations. Parce que rappelez-vous qu'un des grands principes du mentalisme, c'est de comprendre que, alors que les gens pensent ne croire que ce qu'ils voient, qu'ils croient. Donc on nous a appris, conditionné à ne plus voir ça, ne plus avoir ces PES. Et du coup, on est coincé. On ne voit plus, on n'entend plus, on ne ressent plus, sauf en vision périphérique. Il faut réapprendre le naturel qu'on n'aurait pas dû perdre. C'est ici, et il y aura un exercice en partie 2, même plusieurs, pour apprendre à voir seul et à deux les auras sur les personnes. Troisième point, très intéressant. Alors pour ceux qui veulent percevoir les auras, on utilise cette texture-là en général. La meilleure, celle qui marche le mieux pour vous mettre en état de percevoir les auras au niveau fréquence de votre cerveau, c'est astral. Voilà.
Je le dis parce qu'il y a plein de gens qui m'ont fait des commandes. Oui, je dis à tous les gens qui ont commandé les CD, qui sont en attente pour se décider, dépêchez-vous parce qu'il ne m'en reste plus beaucoup. Et après, j'en ferai pas faire avant, je pense, avant septembre-octobre. Donc voilà, ceux qui m'ont dit qu'ils étaient en train de choisir, maniez-vous, parce qu'il m'en reste plus après. Voilà, déjà je crois que PES 1 et 2, il m'en reste un exemplaire. Je crois que c'est les deux derniers, ceux-là. Voilà, par exemple. Bon, ensuite, clé numéro 3, alors c'est important, optimiser l'utilisation de votre cerveau. Optimiser l'utilisation de votre cerveau. Ça va être la clé numéro 3. On considère que le cerveau est comme la mémoire RAM de l'ordinateur, c'est-à-dire que ça stocke temporairement des choses qui viennent d'autres plans. C'est pas le disque dur, le cerveau, c'est la barrette RAM. Le disque dur, il est ailleurs, il est hors corps. Rappelez-vous, le Principia Mentalis qui nous dit déjà et qui nous disait dans les années 1500-1600, il nous disait, je vous le retrouve, vous voyez que les lives sont extrêmement improvisés, mais c'est très bien comme ça, parce qu'en plus il fallait que je les prépare, je m'en sortirai plus. Notre conscience ne se localise pas uniquement dans la physiologie de notre cerveau. Notre conscience ne se localise pas uniquement dans la physiologie de notre cerveau. Donc, comparer le cerveau à un disque dur est une grosse erreur. Il faut comparer le cerveau à une barrette RAM qui stocke temporairement des informations venant d'autres plans. À nous, hein, d'autres plans qui nous appartiennent à nous, mais d'autres plans. En plus des champs de connaissances et de conscience dans lesquels on baigne. Et là, ce sera le sujet de notre live, je pense. Parce qu'il faut que j'aille vite, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et je sens que le temps est déjà bien passé. Donc, clé numéro 3, l'optimalisation de l'utilisation du cerveau. Vous voyez pourquoi j'insisterai là-dessus, parce qu'on aura un autre chapitre qui ressemble après. Et là, on va parler beaucoup de perception extrasensorielle, par exemple. Alors, pour la perception extrasensorielle, parce que chaque fois, on me demande après, oui, quel CD pour travailler l'exercice? C'est C2, c'est PES 1, PES 2. Bah, c'est logique. Quelque part, vous allez voir quelque part que les titres des CD sont extrêmement logiques. Pour travailler les perceptions extrasensorielles, eh bien, les CD s'appellent PES, perception extrasensorielle 1 et 2. Voilà. Donc, on va travailler sur le travail de ce qui est connu comme les 3 cerveaux, mais on devrait parler des 5 cerveaux. C'est-à-dire qu'on connaît souvent le cerveau dit archéocortex, dit le reptilien, le paléocortex, dit le limbique, le cerveau des émotions, l'archéo étant celui des instincts, et après le néocortex au-dessus. Or, personnellement, et d'ailleurs je suis en accord avec beaucoup d'études là-dessus, le néocortex, donc la zone du dessus, on devrait la diviser en 3. Un frontal, un préfrontal et un cerveau, un néocortex postérieur. Ce n'est pas du tout les mêmes fonctions. Le préfrontal étant par exemple très relié à tout ce qui est anticipation, planification, perception extrasensorielle construite, alors que l'autre partie, l'arrière du néocortex, de la couche supérieure du cerveau, hein, la 3e couche, la plus récente, ben, pas du tout reliée au PES. Voilà, les PES, on les trouve dans le cerveau reptilien, un type de PES, et on les trouve dans le préfrontal, un 2e type. Donc une partie très archaïque, c'est pour ça que ça explique que beaucoup d'animaux ont des perceptions extrasensorielles, même des abeilles ou des insectes sociaux comme des fourmis manifestent des perceptions extrasensorielles avec un cerveau peu développé par rapport au nôtre, puisqu'ils n'ont qu'une couche, nous on en a 3, même 5. Et donc cet instinct-là, c'est dans la partie archéologie ancienne, donc le plus ancien cerveau dit reptilien. Et nous, on a une partie là, instinctive, et une autre partie de perception extrasensorielle qui est dans l'avant, dans la perception dans la partie préfrontale. Voilà, du néocortex. Rappelez-vous, archéo, paléo, néo. Voilà. Archéo, c'est très ancien, paléo, c'est les émotions au milieu, néo, c'est le plus récent qu'on divise en 3, frontal, préfrontal, préfrontal, frontal et postérieur. Voilà. Donc 5 zones. On va travailler là-dessus. On va voir comment exploiter au mieux l'utilisation de ces zones de cerveau. Ça, c'était notre 3e clé. La 4e clé va être extrêmement importante parce que là, on va démultiplier les capacités du cerveau. Dans la partie précédente, la clé numéro 3, on a tous les outils pour optimaliser le cerveau tel qu'il est. C'est pour ça que j'insistais sur le terme. La clé numéro 4 va consister à optimaliser, démultiplier toutes les capacités du cerveau. Alors là, ça va passer par énormément de choses. On va travailler sur une alimentation particulière
reliés aux neurotransmetteurs de votre cerveau, parce que les neurotransmetteurs font tout dans le cerveau. On va travailler sur un travail d'une forme d'intelligence alimentaire reliée au cerveau. Et intelligence alimentaire, ça veut dire que tout est permis, on peut tout manger, après tout se comprend, tout se compense. Parce qu'il y a des choses qui nous font du bien au moral et d'autres qui nous font du bien au corps. Il faut un petit peu des deux. Si on fait que des choses qui nous font que du bien au corps, purée, la vie paraît très longue. Si on mange que des choses qui nous font plaisir, la vie va être relativement courte. Voilà, parce que bien souvent, ce qui nous fait plaisir, c'est gras, c'est sucré, c'est salé, c'est pas très sain. Bon, mais ça c'est un détail. Donc, on va arriver à moyenner, trouver un bon équilibre là-dedans et trouver une alimentation qui optimalise et démultiplie les capacités du cerveau. La première partie, c'est optimaliser ce qu'on a déjà comme capacité. La deuxième, c'est démultiplier. Ça va passer par un neurotransmetteur, ça va passer par un travail. Alors, il y a plein de règles, là, de la nourriture non transformée, de la nourriture pas industrielle. Si vous voulez vous faire une petite poêlée de chou-fleur et de haricots, ben vous la faites vous-même, vous ne l'achetez pas commandé. Vous achetez des choses naturelles que vous allez un petit peu cuire, etc. Travailler sur la qualité. On va parler aussi de bannir tous les empoisonneurs qui nous empoisonnent à la fois l'air, l'eau et la nourriture. D'ailleurs, maintenant, le nouveau mot d'ordre, il est très très clair. Et il y a de plus en plus de mouvements là-dessus, dont en l'occurrence Extinction Rebellion, que je salue pour son travail. D'abord en Angleterre, qui est extraordinairement intéressant, et qui commence à se mettre en France, qui quelque part a compris enfin qu'aujourd'hui, c'est très très bien d'avoir, je dirais, une manière de manifester pacifiquement, mais il faut aussi montrer des choses dans l'action. Et apparemment, ce que fait Extinction Rebellion, qui bloque des avenues à Londres, d'ailleurs, ils sont les pauvres bien fait gazer à Paris, c'est d'ailleurs absolument scandaleux, mais on n'a jamais parlé la fois précédente. Extinction Rebellion, qui est un mouvement dont j'avais parlé sur Facebook quand il s'est créé, enfin, qui s'est vraiment formalisé là, en septembre-octobre. J'avais marqué dans mes posts qu'on allait en parler. Effectivement, ils ont un comportement extrêmement disruptif, c'est-à-dire qu'ils font des choses, ils s'enchaînent sur place, ils se collent sur place, ils ont fait une action près de Total à la Défense, où ils ont tout bloqué. Aujourd'hui, on n'en est plus, comme je disais dans mon post précédent sur Facebook, on n'en est plus aux lamentations. On doit devoir agir. Et agir, ça veut dire emmerder ceux qui polluent notre vie. Polluer les pollueurs. Emmerder au maximum tous ces gens qui polluent juste pour leur profit, en nous faisant manger des choses ignobles, de la merde finie avec des produits chimiques, les emmerder à fond, fini de courber les chines. On est là pour agir. Je pense que la violence, elle n'est pas dans l'acte, elle est dans l'intention. Et là, on est purement en self-défense. Aujourd'hui, réagir contre ces gens, ce qui veut dire les étouffer financièrement, complètement, en n'achetant plus leurs produits de merde, eh ben, c'est de la self-défense, quelque part. Donc vous savez, mon leitmotiv, c'est boycott, boycott, boycott absolu. C'est la seule règle que l'on a aujourd'hui pour arriver à s'en sortir. Mais je ferai un live, je pense, à l'occasion sur ça. Donc aujourd'hui, la dynamique, c'est boycotter un max tous ces produits pourris, Monsanto, Novartis, etc., etc., tous ces empoisonneurs de la planète, et quelque part, les emmerder jusqu'à l'os. Et pour ça, aussi bien PETA, que L224, que Extinction Rebellion. Chapeau les gars, moi perso, je vous soutiens à 100%, et même à 150%. Voilà. Clé numéro 4. Alors oui, une question qui m'est souvent posée, est-ce qu'on doit être végétarien pour développer ses capacités mentalistes? Alors la question, elle fait débat chez certains de mes élèves qui s'accrochent désespérément au barbecue alors qu'ils se crament les doigts et qui n'arrivent pas à se passer de saucisses grillées et de poulet grillé. Alors oui, on peut développer ses capacités mentalistes en mangeant toutes les merdes possibles et imaginables. On peut développer ses capacités mentalistes en assumant complètement toute la souffrance et l'horreur animale. Oui, on peut, mais tout dépend de votre don. Est-ce que vous êtes très doué ou pas? En tout cas, la règle générale est que plus vous consommez du végétal, plus vous consommez éthique, et vous allez voir pourquoi, ce n'est pas simplement qu'intellectuel, plus vous allez optimaliser vos capacités. Pourquoi c'est extrêmement important? Vos PES vont vous amener une hypersensibilité. Vos PES vont vous permettre de percevoir les émotions, les pensées des autres. Vous allez toucher un contenu. Tout ça, c'est ce que vous allez développer progressivement.
Ce qui veut dire que tous les gens qui ont développé ça, à chaque fois que vous touchez un morceau de viande qui a été torturé, qui a été entassé dans des camions, qui a été malmené dans l'horreur de l'abattage rituel auquel je m'oppose absolument aussi. Je sais que je ne vais pas faire encore que des amis, mais je m'en tape. L'abattage rituel est une boucherie, une barbarie qui devrait être interdite depuis déjà au moins un siècle. Et j'assume ce que je dis, voilà, très clair. Donc, on ne peut pas, sous prétexte qu'on adore un Dieu, respect absolu de la croyance, respect absolu de la religion de chacun, de sa croyance, de sa foi, mais ça ne doit pas servir d'excuse pour torturer des êtres vivants, animaux ou humains. Voilà. Aucune religion qui peut s'appeler religion et qui derrière prône la torture. Ça pour moi, ça m'échappe complètement. Mais c'est un autre débat. Donc, à partir du moment où vous êtes extrêmement sensible, qu'il vous suffit de toucher un objet pour connaître son passé, anticiper ce qui va se passer, chaque fois que vous allez porter à votre bouche une bouchée de toutes ces viandes, ces poissons, toute cette matière qui pue la souffrance, en plus de la pollution, vous allez vous-même vous charger de toutes ces émotions négatives, de toutes ces charges de souffrance, de peur, d'angoisse, d'horreur, et croyez-moi que ça va être une charge polluante extrêmement lourde à porter. Voilà pourquoi, plus on évolue vers le subtil, le spirituel, mais j'aime pas trop ce terme, au moins déjà le développement des capacités de l'essence de l'être, hein, pour ne pas parler d'âme, et bien plus on a une alimentation qui se compose de végétaux et une alimentation éthique. Voilà, sur ce, je clôt le chapitre parce qu'il est extrêmement sensible pour beaucoup de personnes qui ont du mal à lâcher des bastions de choses qui sont très anciennes et dans lesquelles ils sont bien. Voilà. Et la fausse excuse de ne pas savoir cuisiner des légumes, ouais, d'accord. Hein, bon. Mais chacun son rôle, chacun son étape de route et tout ça doit être des prises de conscience. Et pour ceux qui veulent évoluer vers une alimentation plus légère, je vous propose de commencer par l'élimination absolue du poisson. De toute façon, c'est même pas la peine d'imaginer manger du poisson. C'est pas difficile. Donc, vous zappez poisson, volaille, viande rouge, blanche, gibier. Et vous commencez une première étape en gardant des œufs, si possible venant de producteurs qui élèvent de manière éthique leurs poules sans les tuer, et quelques laitages. C'est peut-être une transition plus progressive. L'idéal étant d'abandonner tout ce qui est non éthique, comme les laitages. Les œufs pourraient être le sujet à un long débat. Donc on pourrait y revenir à l'occasion. Ce n'est pas le sujet du soir. Donc, cette quatrième clé, c'est démultiplier les capacités du cerveau, en l'occurrence par le travail de vos neurotransmetteurs, de l'alimentation, de la nourriture. Quelque part, c'est le manuel de survie intelligente, de survie alimentaire intelligente. On va y passer quelques pages quand même là-dessus, parce que c'est extrêmement important. La clé numéro 5, ça va être maintenant d'optimiser la structure même du cerveau. Donc, on a en clé numéro 3, optimiser l'utilisation du cerveau. En clé numéro 4, on a démultiplié les capacités. Et en clé numéro 5, on va travailler sur la structure matière du cerveau, la matière organique de votre cerveau. Et ça aussi, ça se retravaille, parce que le cerveau est un organe extrêmement plastique. C'est un organe qui se modifie en permanence, minute après minute. Et donc, vous allez modifier sa structure matérielle en travaillant sur la mémoire, en travaillant sur les neurotransmetteurs, en travaillant sur les vitamines, sur l'hydratation, sur le sommeil, sur les matières grasses à prendre ou à ne pas prendre. En quelque sorte, avec ces trois clés-là, vous allez avoir un cerveau top monde. Si on vous ouvrait la tête, les gens pourraient ouvrir et dire « Waouh, ce cerveau, qu'il est beau !» Il est beau, ce cerveau. C'est peut-être pas ce que je vous souhaite. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. On va travailler sur la matière à même du cerveau. Quoi prendre pour qu'il ait les bonnes matières grasses en fonction de vos neurotransmetteurs. Tout ça, vous avez tout là-dedans. C'est expliqué de A à Z, et même plus. Tout y est. Oui, et simplifié. Alors c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'il y ait pas mal de pages dans ce bouquin, qu'il y en a, je ne sais plus combien, il y en a 310 ou 315, écrit aéré mais bien, oui, pas d'illustration. Il y a beaucoup de matière, beaucoup, il est dense. Très bien. Donc, vous allez pouvoir évaluer tous vos progrès grâce à un ensemble de schémas qu'on a appelés les radars de votre évolution,
qui ressemble un petit peu à ça. Vous en avez plusieurs qui vont vous permettre de doser, comme j'ai pas de retour, je ne sais pas ce que vous voyez, hein, qui vont vous permettre de doser chaque zone, qui dose vos progrès semaine après semaine. Vous avez votre plan de travail, tout y est. Plan de travail que vous allez faire à la vitesse où vous voulez. Certains feront en une semaine ce que d'autres feront en un mois et que d'autres feront en 3 jours. Ça dépend de vous. Vous savez, une évolution, elle n'est pas toujours linéaire. Elle peut être comme ça, commencer lentement, puis aller vite. Commencer très vite, puis aller lentement. Faire des montées, des descentes. L'important, c'est que finalement, ça corresponde à votre rythme et à vous. Clé numéro 6. Extrêmement important cette clé. Je tenais vraiment à la mettre parce qu'il n'y existe quasiment rien en littérature sur le domaine. C'est le fameux état θ. Qu'est-ce que cet état θ? Vous vous rappelez quand je vous ai parlé que vous aviez des états où le cerveau au départ il était à basse pulsation, on est dans le sommeil, entre 0 et 4. Vous avez un état entre 4 et 8 qui est un état très particulier, entre le sommeil et la veille, qui est à partir de 8 jusqu'à très haut. Hein. Vous avez au centre, là, hein, un état, on appellera cet état θ, T-H-E-T-A, de l'état θ grec, qui est un état extrêmement fabuleux, qui est l'état pour votre cerveau d'hyperconscience et d'hyper-créativité. Vous passez par cet état tous les jours, toutes les nuits, même des fois dans la journée, mais vous êtes incapable, parce que non entraîné, de ramasser les trésors. Ça pourrait être un petit peu comme si, tous les jours, vous passiez dans un long couloir, et ce couloir, il est rempli de tous les trésors les plus inimaginables que vous puissiez imaginer, justement. Les choses les plus merveilleuses, tout ce dont vous rêvez et même au-delà, en termes de capacité, de créativité. Et vous passez dans ce couloir tous les jours. Et vous pouvez prendre plein de choses. Le problème, c'est que quand vous sortez du couloir, comme la sortie est très étroite, vous êtes obligé de vous faufiler comme ça et vous êtes obligé de lâcher un petit peu tout ce que vous aviez. Un petit peu comme si vous aviez une grande jarre avec un petit col très étroit. Vous rentrez votre main, vous attrapez tous les bonbons, mais vous ne pouvez pas les sortir avec la main, avec les bonbons. Et pour sortir la main, vous êtes obligé carrément de tout lâcher. C'est aussi frustrant que ça. Alors heureusement, notre cerveau nous permet de ne pas nous en souvenir. Sinon, ça serait extrêmement énervant et frustrant. Mais c'est ce qui se passe tous les jours, quelque part, même plusieurs fois par jour. Donc, vous allez apprendre à réveiller ce génie qui sommeille en vous grâce au travail de l'état θ. Ça, c'est quelque chose que je fais faire en formation dès le niveau 1. Et on travaillera beaucoup plus en niveau 2, niveau 3, niveau 4. Parce que, j'allais dire, c'est véritablement comprendre que chacun a un génie en lui qui ne demande qu'à être réveillé. Et d'ailleurs, pour ça, pour ceux qui m'ont demandé, par rapport au livre, c'est ce CD-là qu'il faut utiliser, le CD θ. Ça semble logique, mais je le précise. Alors pourquoi je précise tout ça par rapport au CD? Parce que par rapport au moment où les CD ont été dans l'ancienne version de 2017, ils n'avaient pas les mêmes titres, certains. Donc certaines personnes sont un peu perdues, je les comprends. Mais maintenant, j'ai rendu les choses plus logiques. Pour faire du θ, vous prenez le CD θ. Pour faire de la méditation, vous prenez le CD méditation. Pour faire des perceptions extrasensorielles, vous prenez le CD perception extrasensorielle. Ben, c'est logique. Voilà. Pour faire les projections hors du corps, ben vous allez prendre le CD astral. Pour partir dans l'astral. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, cet état θ, vous allez apprendre à l'utiliser, apprendre à l'exploiter. Et ça, on va avoir vraiment tout le modus operandi dans la partie numéro 2. On explore ce que c'est dans la partie numéro 1 et on verra les cas pratiques ensuite. Vous voyez, ce bouquin est extrêmement riche. Comment fait-il pour mettre tant de choses dans ce livre? Eh bien voilà, j'écris petit et j'essaye de peser chaque mot. C'est un petit peu ça. Et la difficulté du bouquin, c'est pas de remplir. La difficulté d'un livre, c'est d'être concis, précis, qu'il n'y ait pas de mots en trop, qu'il y en ait suffisamment pour que ce soit compréhensible, mais qu'on ne gaspille pas d'espace. J'ai fait de mon mieux. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire. Si jamais vous le trouvez génial, ce livre, vous l'adorez, vous avez compris à quel point il est fabuleux, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, faites-moi un petit mot pour me dire à quel point vous adorez ce livre. Si par contre, vous ne l'aimez pas du tout, ce n'est pas le bouquin que vous trouvez génial, n'hésitez pas, vous pouvez pas m'en parler, parce qu'après tout, vous pouvez le garder pour vous. Mais si c'est pour faire des félicitations, vous pouvez. Non, mais s'il y a des critiques constructives ou des fautes que vous repérez, n'hésitez pas à me faire un petit mot, on corrige à l'édition qui suit. Ça, bien évidemment, je suis toujours preneur, il y a toujours des petits typos dans un livre, toujours les petits détails. Puis en tant qu'auteur, on a toujours à rectifier des petites choses. Ok, là on avait vu la clé numéro 6.
Il reste 2 clés pour les 8 clés principales. Eh bien, ces clés 7 et 8 vont être l'évocation mentale, qui est la capacité de créer des films multisensoriels. Alors, vous connaissez l'évocation mentale sous le terme grand public de visualisation créatrice, ou ce genre de choses. Le terme est faux. Le concept est bien, mais le terme est faux. Ce n'est pas de la visualisation parce que vous n'êtes pas que dans le visuel, vous êtes dans l'auditif, le kinesthésique, puisque plus votre film imaginé, les yeux ouverts ou les yeux fermés, est rempli d'informations sensorielles, visuelles, des goûts, des odeurs, des sons, plus il a d'impact sur vous, donc plus il est efficace. Voilà pourquoi on parlera d'évocation plus que de visualisation. Donc ça, quelque part, c'est la télécommande de vos capacités. Tout simplement, c'est la télécommande de vos capacités. En quelque sorte, on pourrait dire que vous avez tout un ensemble de capacités inconscientes. On pourrait dire que ça représente facilement 95 à 98% de vos parties mentales. Et vous avez 2% de conscient réellement. Alors, il va y avoir 2-3 petits pourcents dans lesquels vous pouvez aller piocher des choses aussi, qui sont une forme de partie inconsciente auxquelles on peut avoir accès consciemment. On va y trouver l'intuition, la pensée intuitive, qu'on a vu la fois précédente en l'occurrence. Mais tout le reste, un bon 90-95%, c'est des capacités. Ces capacités, pour y accéder, vous devez savoir communiquer avec ces parties de vous-même, ces parties de votre cerveau. On va appeler ça l'évocation mentale. C'est la télécommande de vos capacités mentales. Alors là, mes capacités mentales me disent que je commence déjà à un peu dépasser le temps. Mais c'est pas grave, je suis passionné par tout ce qu'il y a à dire et sinon vous regarderez le live en 2 fois s'il faut. Mais il y a encore quelques informations quand même que j'aimerais vous passer. Donc, cette clé numéro 7, c'est l'évocation mentale, la capacité de mettre en mouvement vos capacités inconscientes, toutes ces capacités latentes que vous n'utilisez pas, et bien vous allez le faire avec l'évocation mentale. On commence l'évocation mentale dès le niveau 1 en formation, c'est un truc qui m'a pris beaucoup de temps à faire d'ailleurs, l'évocation mentale, donc je comprends que des fois que ce n'est pas toujours facile, c'est pour ça qu'on le commence dès le début en formation. La clé numéro 8, enfin, la dernière, va être la focalisation. La capacité de focaliser sa pensée, focaliser son regard, en gros, focaliser toute son attention, sa puissance sur un seul point. C'est compréhensible, un petit peu comme un rayon laser qui serait pénétrant. C'est grâce à cette focalisation qu'on va pouvoir communiquer mentalement, qu'on va pouvoir travailler sur de l'évocation mentale, qu'on va pouvoir travailler sur de l'intention, qu'on va pouvoir travailler sur du soin. Donc la focalisation est extrêmement importante et vous allez avoir une série d'exercices qui sont décrits ici, une série qui est décrite, une série d'exercices décrits et une série décrite. Voilà, enfin vous l'avez là. Il y a plein de petits dessins sur ça justement. Donc là on a les 8 clés, c'est déjà pas mal. On a vu les Principia Mentalis, on a vu l'organisation de votre voyage intérieur, on a vu les 8 clés du mentalisme. Il est temps de passer à la partie pratique. Et justement, la partie pratique, c'est ça. La partie pratique va être divisée en 6 parties, comme ça. La première partie va travailler sur votre mémoire, avec des techniques pour vous rappeler de noms, de prénoms, des listes de 20, 30, 50, 100 objets, comme ça en quelques minutes, comme je fais des fois pour des shows télé. J'avais fait pour France 2, j'avais montré comment on pouvait apprendre un jeu de cartes par cœur. Je crois que j'étais à 55-56 secondes. Bon, le record du monde devait être à l'époque à 47-49 secondes. Je devais être à 50-52. Voilà. Je le mettrai à l'occasion sur le Facebook de la formation, parce que je crois qu'il y est, pardon, sur le YouTube de la formation, parce que je crois qu'elle n'y est pas cette émission. Ça serait rigolo, vous verrez, elle date d'il y a à peu près 20 ans, où effectivement, par cœur, j'apprends à vue un jeu de cartes. Je m'amusais bien à faire ça à l'époque. Voilà. D'ailleurs, j'allais dans les casinos pour montrer comment on utilise cette technique au croupier. Pareil. Donc la mémoire, avoir cette capacité de retenir tout. Mais c'est très important la mémoire, parce que avoir la capacité de retenir des choses sans avoir besoin de les noter, ça peut sembler inutile. C'est extrêmement utile. Par exemple, vous êtes en méditation, vous avez un flash qui vous vient, vous êtes en theta, vous êtes en sommeil, en rêve lucide, vous avez des informations qui vous viennent, vous n'allez pas vous lever pour les noter.
Vous vous réveillez au milieu de la nuit, vous avez 2-3 informations vachement prégnantes, vachement importantes, prémonitoires qui viennent de rêve, vous êtes persuadé que vous allez vous en souvenir le matin, vous vous réveillez le matin, vous prenez votre petit déjeuner ou pas, votre douche, et là, plus rien, mémoire vide. Ça nous est arrivé à tous. Donc, avoir la capacité de créer une forme de calepin mental qui enregistre toutes vos données, c'est fabuleux, à tel point que même des fois, quand on travaille cette technique, on se réveille le matin, on se couche avec un calepin vide, et on se réveille le matin avec un calepin mental plein d'informations et d'idées qu'on a accumulées automatiquement pendant la nuit. Voilà pourquoi ce calepin mental est extrêmement important à savoir. Ce n'est pas juste pour épater son voisin ou sa voisine ou sa collègue pour lui montrer qu'on peut retenir une liste de 40 trucs. C'est parce que justement, ce calepin mental va vous permettre de retenir plein d'informations alors que vous êtes en transe, alors que vous êtes en régression dans des vies antérieures, alors que vous êtes projeté dans un lieu à distance, alors que vous êtes en diagnostic intuitif, alors que vous faites tout un travail vraiment actif qui ne permet pas que vous leviez, que vous allumiez la lumière, que vous preniez des notes et que vous replongiez. Et de l'utilisation des CD. Ce sont des gros plus, mais tout ce qui est décrit dans le livre, vous pouvez le faire rien qu'avec le contenu du livre. C'est autonome, vous n'avez besoin que du bouquin pour commencer. Si vous voulez optimiser, effectivement, on parlera de techniques, on parlera de formation, on parlera de séminaires, on parlera de CD, on parlera d'autres livres, mais tout ce qu'il y a là-dedans, c'est autonome. Voilà, vous pouvez commencer et après à vous de voir ou pas si vous voulez développer la suite. Venez en formation, par exemple, on en fait à Paris, on en fait à Montpellier, on en fait en Suisse. Il y a des livres, il y a des vidéos, vous avez pléthore, il y a le Facebook où je mets pas mal d'informations, vous avez pléthore de choses. D'ailleurs, petit détail pour le Facebook, il y a le Facebook de la formation et le Facebook Pascal de Clermont, c'est deux choses totalement différentes. Explorer les deux, c'est souvent des informations différentes. On me le demande aussi souvent ça. Donc, protocole Theta. Troisième exercice pratique, c'est quelque part mon préféré. C'est cette fameuse capacité qu'ont acquis les maîtres praticiens et les experts de projeter leur corps subtil à distance alors qu'ils restent allongés dans une pièce. Ils peuvent visiter le monde entier. Ils ne sont pas les seuls à le faire. Les espions psy durant la guerre froide étaient entraînés et allaient arracher les secrets des Russes et les Russes arrachaient les secrets des Américains, les espionner en envoyant non plus le corps physique mais le corps subtil. Voilà. Ça a été très documenté, ça a été travaillé par la CIA sur des programmes qui ont coûté des milliards de dollars pendant 40 ans et qui étaient gérés par deux zones, la zone 51 et qui étaient gérés par le Stanford Research Institute, qui est à Stanford, voilà, qui étaient deux groupements qui travaillaient sur ça et qui entraînaient des militaires et des espions psy, des guerriers psy, à aller se projeter à distance chez l'ennemi, on était en guerre froide, pour arracher les secrets et agir à distance. Donc les experts et les maîtres praticiens le font. Dans le livre, il y a deux exemples assez frappants, de choses qu'ils ont faites, par exemple à Carcassonne, puisqu'ils avaient une enveloppe. Alors je vous rappelle le protocole, ils ont une enveloppe, personne ne sait ce qu'il y a dedans, elle est tirée parmi des milliers d'enveloppes, donc ni moi ni eux ne savent ce qu'il y a dedans. Ils se concentrent dessus, ils font des dessins, et après on ouvre l'enveloppe et on voit les photos. Et bien pour vous donner une petite idée, voilà par exemple les dessins qu'ils ont faits par rapport aux photos. Par exemple, là c'était pour la cité de Carcassonne, il y en a d'autres, parce que c'est presque flippant. Voilà. Voilà, c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Alors, c'est pas moi qui les fait, moi je ne fais que les guider, je ne fais que leur enseigner la technique, et c'est eux. Et d'ailleurs, ils témoignent dans le livre, ils expliquent ce qu'ils ont ressenti, ils expliquent comment ils font. Et on a fait Carcassonne, mais on a fait encore plus rigolo. On a fait les crop circles. Alors, que sont les crop circles? Les crop circles, c'est ces fameux cercles de culture qui apparaissent dans les champs. On ne sait pas, certains sont faits par des hommes, certains sont faits peut-être par des militaires, certains sont faits probablement par des entités extratemporelles ou extraterrestres. Quoi qu'il en soit, ils se sont projetés dans un crop circle, un cercle de culture, qui est réputé pour ne pas avoir d'explication humaine, en tout cas. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'alors qu'ils n'avaient aucune idée de la cible, eh ben, ils nous ont trouvé des choses comme ça, des vaisseaux spatiaux,
On a eu des formes lumineuses, on a eu des capsules, voilà, en gros, une enveloppe vierge, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et il faut qu'ils se projettent. Et là, ils ressentent des formes extraterrestres ou extratemporelles, des capsules, certaines visions. On n'a pas tout dit sur cette j'ai pas tout dit hein, très clairement, parce qu'il y a des choses assez lourdes qui ont été révélées et ça restera pour l'instant dans la formation. On ne dit pas toujours tout. La seule fois où on a vraiment dit beaucoup de choses, c'est dans la projection à distance qu'on a faite à Notre-Dame. En feu, ils se sont projetés à distance dans Notre-Dame, et les conclusions qu'ils ont eues sont extrêmement différentes des conclusions officielles. Alors je vous engage et je vous propose d'aller voir ce qu'ils ont fait sur le YouTube de Formation Mentaliste. Vous tapez Pascal de Clermont, Révélation Notre-Dame, et vous verrez plusieurs élèves, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont ressenti. Attention, soyez prévenus, ça n'a rien à voir avec la pseudo-explication qui existait déjà quasiment avant même que l'incendie ne commence, qu'on essaye de nous faire gober. Maintenant, c'est notre ressenti à nous, il est subjectif, à vous de vous faire votre idée. Mais nous, on sait quoi en penser, et ça pose de très très grosses questions sur la confiance ou la non-confiance absolue qu'on peut avoir dans ce qui nous gouverne. Mais ça, c'est encore un autre détail. Ne pas confondre l'information, je crois qu'on n'a plus d'information, on n'a que de l'intoxication. Mais ça, encore, je dirais, c'est encore... c'est mon petit côté subversif, vous savez bien, je ne peux pas faire un live sans être subversif, moi. Comme ça. Mais je vous dis ce que je pense. Et puisqu'aujourd'hui, on n'en est plus à se lamenter, on doit agir parce qu'on n'a pas beaucoup d'autres possibilités. Si on n'agit pas tous, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de monde dans quelques décennies, même très très vite. On est vraiment à un tournant capital. Et c'est pas que Pascal qui vous le dit, c'est toutes les PAD qu'on a fait là-dessus, toutes les projections qu'on a pu faire montrent qu'il est vraiment... On est dans le moment de l'action, on est dans le moment, c'est le moment de reprendre en main notre être et de nous éliminer de la planète en très grand nombre. Voilà, c'est mon côté révolution. Ensuite, les expériences. Alors bien évidemment, vous avez tous les protocoles pour faire cette projection à distance qui vous sont expliqués étape après étape. Et là, il y a un long chapitre là-dessus. Étape après étape, vous avez tous les protocoles pour apprendre vous-même à vous projeter à distance. Alors qu'on soit bien clair, un livre ne vaudra jamais le fait de faire une formation. D'abord, la photo d'une maison n'abrite pas. Donc vous aurez beau lire autant de livres que vous voulez, aussi bon soit-il, ou si mauvais, hein, ça vous servira que si vous pratiquez, qu'on soit bien d'accord avec ça. Ensuite, les livres pourront vous apporter 20%. Si ces 20% vous conviennent, et il n'y a aucun souci là-dessus, vous restez dans les livres. Mais si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vraiment optimiser vos capacités, si vous vous rendez compte des trésors qu'il y a en vous et que vous en avez marre de vivre une vie dans laquelle vous n'êtes pas reconnu pour ce que vous êtes, une vie dans laquelle on vous passe devant parce que vous n'arrivez pas à montrer ce que vous savez faire, vous n'arrivez pas à montrer qui vous êtes réellement, il est temps de prendre ça en main. Et pour ça, formation de technicien et praticien absolument indispensable, c'est l'ordonnance du mentaliste. Voilà. Mais attention, on peut très bien se contenter de quelques petites choses et puis continuer à avoir sa petite vie si elle vous convient, si votre vie vous convient, si vous pensez que vous obtenez ce que vous voulez obtenir, si vous pensez que vous ne pouvez pas avoir plus, apprenez quelques principes de mentalisme pour vous améliorer un peu dans la vie, améliorer vos revenus, oui, mais il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, si vous voulez aller plus loin, et parce que vous sentez que vous n'êtes pas considéré comme vous devriez l'être, pas reconnu comme vous devriez l'être, que les autres vous passent devant alors que vous êtes plus méritant, simplement parce qu'ils ont une plus grande gueule, ou parce qu'ils ont des plus belles fesses, ouais, ça existe aussi, il est temps de prendre en main vos capacités, il est temps d'optimaliser, de démultiplier votre pouvoir, de révéler ce pouvoir qui sommeille en vous. Et ça, le livre commencera, les CD, les DVD, mais à un moment, il faudra passer par la formation pour ceux qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure. On continue avec le livre. On a vu qu'il allait y avoir la méthode de travail sur optimiser votre mémoire, voir les auras. Oui, ça en fait. C'est pas un bouquin, c'est une Bible. Je sais. On me l'a dit. Et enfin, voilà, je vous l'ai dit, travailler sur les auras. Comment les voir, les percevoir, quoi en faire. Vous travaillerez sur les auras à partir de ces deux CD-là. C'est pas mal. Voilà. Celui-là peut être pas mal aussi.
astral. Alors bien entendu, pour les projections à distance, astral, c'est un gros plus. C'est ce que j'utilise comme texture sonore avec les élèves en niveau 3 et 4. Ils ont ça dans les oreilles avec leur casque et chacun a son volume. Ils font leur travail avec des fréquences comme ça. Voilà, tous les percipients. Voilà, avant de travailler, ils ont 20, 30, 40 minutes des fois de conditionnement pour être en état de se projeter, de sortir hors de leur corps. On peut le faire sans. Mais voilà. Mais c'est pareil, hein, vous pouvez aller aux États-Unis, alors n'y allez pas parce qu'il y a Trump, n'y allez pas. Vous pouvez aller dans un pays normal, de gens à peu près civilisés, je sais pas, vous pouvez aller, ouais, c'est difficile d'en trouver maintenant. Donc, bon, vous pouvez venir de Paris à Montpellier, par exemple, très bien. Eh bien, vous pouvez le faire à pied, en marchant sur les mains. Ouais, vous pouvez. Par contre, si vous prenez le train, pour pas trop polluer, hein, vous irez beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus agréable. Mais oui, vous pouvez venir en sautillant, même sur une main, en marchant sur les mains, sur une seule main. Ouais, comme ça, en sautillant, en marchant sur une main. Vous pouvez y arriver. Vous y arriverez, hein, vous mettrez peut-être 5 ans, mais vous y arriverez. Par contre, en train, vous mettrez 3 heures. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez apprendre tout ça tout seul. Vous pouvez travailler qu'avec le bouquin, qui est la base. Mais dès que vous voulez vraiment aller beaucoup plus vite, gagner des années, pour ne pas dire 20 ans d'expérience, pour vous. Parce que moi, je vous livre là 30 ans, ou 30 ou 40 ans, 30, je suis là-dedans, je vous ai dit dans 11 ans. Alors, vous imaginez. Donc vraiment, j'ai toujours été bélier. Pire qu'Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Vous allez gagner beaucoup de temps. Vous gagnez beaucoup, vous gagnez 20 ans d'expérience. Pour vous. Donc, on a vu qu'on avait dans les parties la mémoire, on a vu qu'on avait le protocole θ, la projection à distance, la perception de l'aura, et enfin, tout ce qui est communication mentale, la téléempathie, la capacité de ressentir les intentions, d'anticiper les intentions des autres, la téléempathie, dit télépathie ou téléempathie. Communication mentale pour influencer, pour recevoir, pour émettre des idées, des informations, pour les recevoir, pour éviter de vous faire conditionner par ce qu'on appelle les implants télépathiques ou les influences télépathiques, pour éviter que quelqu'un utilise ça pour vous vendre des trucs, pour vous influencer, pour vous convaincre. Toutes ces techniques, ça se travaille. Il y a toujours la technique, la contre-technique, il y a la technique d'influence, la contre-influence. Vous avez ici tout ce qu'il vous faut avec beaucoup de schémas. Hein. Vous voyez, vous avez travaillé sur beaucoup de choses. Là, c'est par exemple un exercice. Sur la téléempathie, parce que la télépathie, j'aime pas trop le terme, parce que je préfère téléempathie, parce qu'au final, avoir la capacité de projeter sa pensée ou de recevoir les intentions de l'autre ou de les anticiper, quelque part, c'est comme de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de percevoir l'expérience psychophysiologique de l'autre. Hein, quelqu'un est de mauvaise humeur, ça vous met de mauvaise humeur. Quelqu'un est super joyeux, ça vous met super joyeux. Vous voyez quelqu'un se faire une piqûre ou se faire couper avec un bistouri, ça vous hérisse le poil, vous ne pouvez pas regarder. C'est une forme d'empathie. Voilà. La télépathie, c'est ça, mais multiplié et utilisé. Donc toutes les personnes qui sont comme des éponges, qui captent tout, ne pensez pas que c'est une faiblesse. Sachez que c'est un très lourd boulet à porter quand on ne le maîtrise pas, mais à partir du moment où on le maîtrise, et des fois ça prend des décennies à le maîtriser. Plus vous êtes empathique, plus ça prendra du temps. Mais une fois que vous avez ça, vous avez l'arme absolue. Vous avez la capacité absolue. Vous avez l'anneau qui les gouverne tous, quelque part, la téléempathie. Et sachez que plus vous êtes empathique, donc empathe, plus ça prendra du temps. Il faudra peut-être, je dis, une décennie complète. 15 ans, 20 ans, pour avoir une maîtrise absolue. Mais c'est rien 20 ans dans une vie complète. Sauf si vous commencez à 80. Mais bon, beaucoup de mes lecteurs et lectrices, et spectateurs, spectatrices, sont plus jeunes que 80. Voilà. Donc, l'empathie, c'est une puissance énorme. Donc, vous allez me dire, et vous aurez bien raison, mais extraordinaire tout ce qu'il peut y avoir dans ce bouquin. Et oui, d'ailleurs j'ai fait un chapitre, justement, j'y reviens, sur la manière de se protéger des influences télépathiques qu'on peut avoir contre vous, pour vous obliger à agir, à ne pas être ce que vous voulez être, ou ne pas faire ce que vous ne voudriez pas faire, ce qu'on appelle les implants télépathiques. Alors, je n'explique pas comment faire les implants télépathiques pour des raisons éthiques. J'avais expliqué ça dans certains articles, et j'ai décidé de ne pas le mettre, parce qu'apparemment c'est très mal utilisé. Ça peut être utilisé fabuleusement en thérapie contre une addiction, par exemple un client qui vient vous voir et qui a une grosse addiction au porno, au jeu, et qui a besoin que vous ayez un traitement de choc, vous pouvez l'utiliser. Mais
avoir révélé ces techniques, et bien, je me suis rendu compte que c'était utilisé un petit peu pour vendre, pour influencer en séduction, et je trouve que c'est pas éthique. Donc j'avais pas envie de participer à ça, c'est pour ça qu'elles ne sont pas là. Et sachez qu'on peut vous les faire, parce que c'est trouvable ces techniques-là, on peut les trouver ailleurs. Donc il y a les manières pour s'en protéger, parce qu'il est important que vous gardiez votre libre arbitre. Donc, dans les questions, parce qu'on va quand même arriver à la fin, dans les questions, les prochaines formations pour techniciens, oui, on en commence une à la rentrée, hein, une praticien, une technicien, une à Montpellier, une à Paris. On va voir comment on organise ça en fonction des demandes et du timing, ça oui. Enfin, deuxième question, comment savoir si vous avez le don? Eh bien, ce n'est pas une question de don, c'est une question de capacité. En mentalisme, le don joue à 10%, l'acquis joue à 60%, et le petit 30% qui reste, eh ben, c'est l'environnement. Donc sachez que quelqu'un qui a un gros don mais qui ne fout rien ira beaucoup moins loin que quelqu'un qui a un tout petit don et qui est un vrai travailleur. Sachez qu'en mentalisme, c'est 10% le don et 60% le processus, la maîtrise du processus. Voilà. Donc arrêtez de vous dire « je ne sais pas si j'ai le don, etc. etc. » Le mentalisme, ça consiste aussi à découvrir quels sont vos dons. Et en formation en niveau 1, par exemple, on va faire le tour de toutes les capacités mentalistes, de manière à voir dans lesquelles est-ce que vous êtes le plus à l'aise, pour travailler par ce biais-là, et compléter celles qui manquent. Voilà. Donc entre le cognitif, l'hypersensoriel, l'extrasensoriel, l'hyperdimensionnel, etc., etc., il y a toujours un domaine dans lequel vous êtes plus doué que dans les autres, et que vous allez utiliser pour rentrer de plein pied dans vos capacités. Autre question, comment apprendre le mentalisme originel? Ben ouais, ben ça je vous l'ai dit, les formations. Vous avez les formations sur mesure aussi pour ceux qui n'ont pas le temps. Des fois je prends des personnes 3 jours où on va faire un espèce de technicien super accéléré. Et là on travaille de 10h à 22h. En intense, en tête à tête, voilà, c'est possible. Sinon, formation, vous avez les prochaines qui commenceront, je pense, à la rentrée. Là, je vais mettre les dates bientôt. Je ne pense pas qu'on en fera une cet été, sauf s'il y a beaucoup de demandes. Peut-être un petit stage cet été, possible, à voir, si j'ai le temps avec les bouquins. Ensuite, comment peut-on se faire pour se projeter à distance? Eh bien, c'est pas difficile. C'est la liste des questions. C'est pas difficile. Eh bien, vous avez la technique dans le bouquin, dans la partie 2 sur comment faire ça, et vous utiliserez le CD astral. Pour les CD, vous allez sur le site formationmentaliste.fr, celui en .fr, formation-mentaliste.fr. Vous m'envoyez un mot sur Facebook, je vous donne l'adresse pour les commander directement. Voilà, tant qu'il m'en reste. Voilà. Y a-t-il d'autres petites questions, etc., etc., etc. Non, apparemment c'est ça. Allez faire un petit tour sur YouTube, tapez Pascal de Clermont, Notre-Dame Révélation. Vous allez avoir des surprises, faites-vous un avis. Que vous dire? Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère qu'il était diffusé en direct. Je n'en suis pas sûr, mais on va essayer de voir de toutes les façons où est ce live, s'il n'a pas été diffusé en direct, puisque certaines personnes le voient, d'autres non. J'ai quand même pu lire un ou deux messages. Et on va faire en sorte de le mettre, si possible, à disposition pour vous tous. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Participez, donnez-moi vos avis, posez-moi vos questions si vous voulez que j'y réponde. Je ne peux pas les deviner pour tout le monde. J'ai beau me concentrer, essayer télépathiquement de tout recevoir. Il y avait beaucoup de cacophonie. Donc envoyez-moi vos questions, donnez-moi vos avis et je tâcherai d'y répondre. On essaye de se tenir un live un mercredi sur 2 pour l'instant, parce que c'est déjà pas mal, hein, même pendant les vacances. Et je vous dis à bientôt, bye bye, merci. Et portez-vous bien parce que ce n'est pas les autres, ce ne sont pas les autres qui vont vous porter. À bientôt.